Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Merci d'être là pour cette autre édition, nouvelle édition de Pour votre information. Francis Galland sera là avec nous pour nous parler d'art et spectacle. David Laflèche et aussi Linda Lemay avec deux nouveaux albums seront entre autres des sujets proposés. On aura l'occasion de parler mode avec Valérie Laflamme. Quelles sont ces entreprises québécoises? On veut encourager, continuer de promouvoir l'achat local. Vraiment de belles idées pour aussi regarnir votre garde-robe en vue du printemps et de l'été qui s'en vient. Véronique Saint-Louis, qui est du regroupement Lavallois pour la réussite éducative, sera avec nous pour nous parler d'un nouveau projet. Alec Castonguay, qui est un auteur, un analyste politique d'origine lavalloise, a offert un ouvrage ces jours-ci sur la COVID. Un an plus tard, quelles sont les solutions avec cette troisième vague aussi? Qu'est-ce qu'on a appris des premières et deuxièmes? Très pertinent, très percutant. Un petit peu plus loin, on aura l'occasion d'en parler. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de Justice League, Director's Cut, avec Zack Snyder, que vous pouvez retrouver sur Vidéo sur demande. Isabelle Dominique Cros aussi sera avec nous pour nous présenter une rencontre avec Maxime Despomerleau, qui est une jeune comédienne, et aussi l'opportunité de parler d'agriculture, parce que, évidemment, ce qui se retrouve dans votre assiette est façonné et aussi dans nos champs du Québec, là, évidemment, semé différentes céréales et autres par nos agriculteurs. Alors, Monsieur Stéphane Bocage, qui est de l'organisme et de l'entreprise de fertilisants bien connue AgroSan, sera avec nous. Bonne émission. Une belle initiative qui a été mise sur pied avec le domaine de l'éducation qui a été, on le sait, beaucoup hypothéqué ces derniers mois. Tout juste ces derniers jours, il y a les jeunes de manière assidue, quotidienne, qui peuvent renouer avec les classes au niveau, entre autres, secondaire. Donc, ça change le quotidien, autant des professeurs que ceux qui fréquentent nos écoles ici sur le territoire lavallois. Et justement, découlant de ce regroupement Lavallois pour la réussite éducative, il y a ce beau programme, cette belle option qui est disponible pour une tranche de la population ici à Laval, soit la communauté bâtissant l'avenir des jeunes. Elle est chargée de projet d'ailleurs pour ce programme, ce projet-là. C'est Véronique Saint-Louis qui est là. Merci d'être avec nous. Ben, bonjour, puis merci beaucoup de m'accueillir. Grand plaisir. Tout d'abord, on connaît, puis on a déjà reçu des artisans, des gens qui sont vos collègues au sein du regroupement Lavallois pour la réussite éducative. On peut dire que la communauté, bâtissant l'avenir des jeunes, est comme une division de ce regroupement, on va le dire comme ça rapidement. Mais qu'est-ce que c'est justement cette communauté bâtissant l'avenir des jeunes et pourquoi l'avoir mis sur pied? Oui, tout à fait. En fait, la communauté bâtissant l'avenir des jeunes, c'est vraiment un mouvement qui veut collectivement, avec l'ensemble des acteurs qui entourent la jeunesse, voir comment on peut faciliter le parcours des jeunes de 14 à 30 ans, mais qui ont des parcours un peu plus difficiles, soit vers la diplomation ou vers l'intégration en emploi. Donc, oui, on est vraiment dans la mouvance de ce que fait le regroupement Lavallois pour la réussite éducative, mais avec un focus vraiment particulier mis sur le parcours des jeunes, on va dire qu'ils sont peut-être plus vulnérables, soit à risque de décrochage scolaire ou bien déjà hors des circuits scolaires. OK. Donc, et justement, je vois que ça se fait quand même sur une large part de la population, de la jeune population, du quoi, 14 à 24 ans à peu près, là, l'axe? 14-30 ans, on est quand même assez large. Oui. Puis justement, de quelle façon, pour un jeune de 14, 15, 16 ans, vous pouvez intervenir, puis de quelle façon pour un adulte, un jeune adulte, par exemple, entre 20 et 30 ans, vous pouvez intervenir? Est-ce que c'est sous les mêmes axes ou ça s'applique de manière différente, les façons dont vous pouvez intervenir? C'est sûr que l'intervention va être différente selon les tranches d'âge. Deux choses qui sont peut-être importantes à mentionner par rapport au projet. La première, c'est que la démarche, en fait, de la communauté bâtissant l'avenir des jeunes est basée sur un modèle qu'on appelle la démarche d'impact collectif. Donc, c'est une démarche qui va s'opérer sur une durée de 5 ans dans la communauté lavalloise et qui regroupe plusieurs acteurs. Donc, c'est une approche qui est multisectorielle. Et là, je vous dirais qu'on est dans le début de la démarche. Donc, on est encore dans cette période de réflexion où collectivement, on est en train d'établir les priorités pour voir comment on va pouvoir efficacement répondre le mieux possible
aux besoins des jeunes en se bâtissant, en se dotant en fait d'un plan d'action commun. Donc ça, c'est une démarche là, qui est en cours depuis déjà quelques mois. Parallèlement à ça, bien, vous le savez, la pandémie a soulevé des enjeux vraiment considérables pour les jeunes de tout âge. Puis on sait que les jeunes sont particulièrement touchés par plusieurs enjeux. Là, qu'on parle des jeunes qui sont à l'école actuellement, qui sont à distance, qui vivent différents défis au niveau du manque de socialisation, des saines habitudes de vie qui sont un peu bouleversées, ou des plus vieux pour qui il y a eu, par exemple, beaucoup de pertes d'emploi. Donc, donc la santé mentale, notamment, est un enjeu important. La santé mentale, je pense, pour tout âge, entre 14 et 30 ans, ça, c'est quelque chose qui est préoccupant et j'imagine qui sera regardé à la loupe par les différents intervenants de votre communauté bâtissant l'avenir des jeunes, là. Tout à fait. La santé mentale, c'est un enjeu qui est vraiment prioritaire, puis comme vous le dites, qui a été beaucoup affecté là, en temps de pandémie, notamment en raison, là, comme je soulignais, du manque de socialisation que les jeunes ont vécu. C'est d'ailleurs une des priorités que le comité s'est donné, de voir comment on peut mieux supporter les jeunes au niveau de leur santé mentale, mais aussi au niveau de leur engagement et de leur motivation. Ouais. Puis là, donc, on est en période un peu de sondage, c'est-à-dire de réflexion, d'aller voir sur le terrain, d'écouter ce que les jeunes ont à dire. Est-ce que les ressources aussi dans le domaine de l'éducation qui sont multiples sur le territoire lavallois aussi également vivent comme réalité. Mais par contre, il y a quand même des choses qui concrètement dans le quotidien présentement peuvent, de ce que je comprends, déjà aider nos jeunes. C'est-à-dire, il y a le site web qui a été mis sur pied, jeunebranchés.com, là. Oui, tout à fait. En fait, pour répondre là, aux enjeux de la pandémie, on a identifié plusieurs axes sur lesquels on pouvait se pencher. Puis, le projet Jeunes branchés est né de ça. Donc, un des constats qui a été fait sur le terrain par plusieurs acteurs, c'est que bien qu'il y ait énormément de mesures et de soutien qui aient été mis en œuvre, mis en place dans les écoles et les établissements scolaires pour supporter les jeunes qui basculent en enseignement à distance, parce que c'est une des conséquences quand même importantes de la pandémie. Ce qu'on réalise, c'est que c'est pas tous les jeunes qui ont la même aisance avec la technologie. Donc, les défis techno viennent s'ajouter, je vous dirais, aux défis de l'enseignement virtuel. Et ce qu'on a voulu faire avec ce projet-là, en fait, c'est vraiment de voir comment on peut supporter ces jeunes-là là, de tout âge. C'est sûr, ça va cibler plus les 14 et plus, comme les jeunes sont plus à l'école à temps plein. Donc, deux initiatives qui découlent directement. Un site web qui va regrouper plusieurs ressources qui vont appuyer les jeunes pour voir comment ils peuvent s'orienter à travers différents problèmes techno qu'ils peuvent rencontrer, soit au niveau de leur équipement, la connexion, l'utilisation des plateformes et même l'organisation du travail à distance et la motivation. Et pour les supporter encore davantage, à partir du site web, les jeunes vont avoir un accès direct à une escouade numérique. Donc, qu'est-ce que c'est l'escouade numérique? C'est ça, justement, pour répondre à leurs questions, pour clavardage en direct avec eux ou... Oui, en fait, on a plusieurs façons de faire. Donc, il y a le clavardage en direct. Les gens peuvent aussi nous contacter par téléphone. Des fois, si on a un problème techno, c'est moins facile. Donc, il y a le téléphone qui est disponible. On peut organiser des vidéos en visioconférence aussi pour avoir un accompagnement plus personnalisé. Donc, toutes les ressources là, sont accessibles sur le site, mais notre équipe d'escouade numérique est là pour les aider aussi. Puis, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est que l'escouade numérique est formée par des jeunes du secondaire 5 et du collégial qui vont venir aider d'autres étudiants. Ça, ils parlent le même langage. C'est ça, ils connaissent la réalité des jeunes, parlent le même langage qu'eux, donc sont à même de les aider, puis peut-être que les jeunes ne se sentent pas gênés aussi de venir faire appel à leur... pour avoir des trucs, puis pour avoir des solutions, là. Tout à fait. L'aide par les pairs, c'est quelque chose qui est vraiment gagnant, je pense, dans ces conditions-là, parce qu'ils vont venir, oui, les supporter au niveau technologique, mais en même temps, comme vous le dites, là, c'est des jeunes qui vont les comprendre, qui vivent des réalités qui peuvent être similaires. Donc, on a trouvé que c'était une belle façon, en même temps, de motiver des jeunes qui ont des habiletés techno pour qu'ils puissent aussi être au service puis rendre service aux jeunes de leur âge qui éprouvent des difficultés. Parfait. C'est très bien. C'est tout le temps, malheureusement, qu'on avait, mais chose certaine, la référence, le lieu, jeunebranchés.com pour tout connaître, je pense, des détails
qu'on vient de parler, de bavarder. Puis évidemment, tout est actuellement en bas de l'écran pour servir de courroie de transmission pour la continuité de notre conversation. Madame Véronique Saint-Louis, chargée de projet justement, donc chez le Regroupement Lavallois pour la réussite éducative et aussi évidemment partie intégrante de ce beau projet qui est la communauté bâtissant l'avenir des jeunes. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci énormément, puis n'hésitez pas à faire appel à nos jeunes, ils sont là pour recevoir les appels, les clavardages pour répondre à vos questions. Content de l'accueillir de façon encore technologique pour sa chronique culturelle. Et Francis Galland, salut! Salut Alex! Hey mon gars, je suis content que tu nous parles aujourd'hui, entre autres des sujets là, que tu as sur les rangs. On va commencer tout de suite parce qu'il y a tellement de choses à dire, entre autres sur Linda Lemay, qui s'est imposée 11 albums comme mission. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis en entrevue, c'est malade. J'ai de la misère à faire un mini-album en 7 ans. Elle en fait 11 chansons en plus. Oui. Et là, on est rendu au volume 3 et 4. Les titres, c'est À la croisée des humains de la rosée dans les yeux. Des magnifiques albums, des pièces. C'est un talent, hein? Linda Lemay, c'est magique. Je veux dire, elle est quand même tombée dans la potion d'Obélix pour composer. Hein? C'est incroyable. Et en plus, c'est des thématiques. C'est ça qui est intéressant. Chaque album a leur propre histoire, leur propre thématique. Notamment, si on commence par À la croisée des humains, mais ça va plus nous transporter dans un univers de confidences, d'expériences marquantes. Donc, c'est vraiment beau. Notamment, il y a une chanson qui fait hommage à papa qui est parti, qui était son plus grand fan. Et elle a réussi quand même à trouver ça, à rendre ça quand même très positif parce que vers la fin de vie de son père, bien, il a quand même ressorti de quoi de très, très positif. Ouais. Elle me confiait avoir eu peut-être même des malaises là, pendant l'accompagnement à la fin parce qu'elle n'était pas habituée d'être toujours avec lui, il était plus vulnérable, puis ça l'a quand même rapproché beaucoup. Donc, c'est un album qui est très, très personnel. Et puis, si on parle de l'autre... Qu'est-ce que je me rends compte, par contre, en écoutant, parce que j'ai écouté aussi les 1 et 2, volumes 3 et 4 qui viennent de sortir, de Linda Lemay, puis je me rends compte à quel point on a une grande autrice, compositrice, interprète au Québec qui s'appelle Linda Lemay, puis elle est, on sait, l'adage « nul n'est prophète en son pays », elle, ça lui accole. Elle a, oui, eu son premier succès ici avant d'aller en France, mais j'ai l'impression qu'on a oublié à quel point c'est une grande autrice, compositrice, interprète. J'ai l'impression qu'on reste au plus fort, c'est mon père, à la marmaille, à ses extraits radio qui a déjà 20 ans. J'ai l'impression qu'on reste collé là à Linda Lemay. Pourtant, c'est une grande star en France et c'est une grande artiste aussi. Exactement. Tu as raison de mentionner, Alex, parce que il y en a très peu, je pense, d'auteurs comme ça qui peuvent se permettre de 11 albums. Et on s'entend que la qualité, là, elle est extraordinaire. Oui, littéralement. Et là, ben, il y en a beaucoup de sujets à faire. Fait que je veux qu'on va peut-être accélérer un petit peu le processus pour les albums, mais pour du moins parler aussi de tes projets et des différents artistes. David Laflèche, parlant justement d'artistes qui, lui, nul n'est prophète en son pays, en ce sens où il est allé à Nashville pour concocter donc Everyday Sun Part 1, Part 2, qui vient tout juste d'être lancé avant un album en mai prochain, un album complet. Mais tout d'abord, peut-être précisons qui est David Laflèche pour ceux qui nous regardent. Mais David Laflèche, premièrement, c'est un musicien, c'est un directeur aussi chef d'orchestre, donc directeur artistique. Vous l'avez vu notamment dans le gala de Star Academy, dans plusieurs galas artistiques. À la voix. À la voix, c'est le conjoint également de Marie-Mé, donc le père de Gisèle, donc leur enfant. Donc, c'est quelqu'un qui est très actif, un peu de talent. Et moi, je suis tombé littéralement en amour avec la voix de David Laflèche, son univers. Premièrement, son grand modèle dans la vie, ben, c'est Cat Stevens. Puis moi, j'ai été élevé à écouter ça, Father and Son, avec mes parents adoraient ça. Donc, cet album-là, c'est vraiment cette sonorité très folk, très country, très roots aussi. Puis là, il a fait un magnifique vidéoclip, Collided.
qui a été tourné à travers le Québec dans des paysages où on va pas souvent là, dans le nord du Québec et tout ça. Puis il a été en équipe réduite et ça donne un clip extraordinaire. Ouais. Traveling places through the Milky Way, we collided, leaving traces that won't fade away. We collided, we collided. Ben, We Collided, qui a été son premier extrait, justement, nous donne tellement une impulsion, les intentions artistiques qu'il a, justement, tu parlais de folk, de roots, oui, certes, mais beaucoup de country, le pedal steel, tu sais, vraiment, la guitare électrique aux accents nashvillesques, parce qu'il y a une bonne part de ces enregistrements qui ont été faits dans des studios avec des musiciens de Nashville. Et ce qui me, c'est vraiment de calibre international. J'espère qu'il aura à 49 ans cette possibilité pour lui de pouvoir faire connaître son matériel de façon plus large. J'espère pour lui. C'est dans les plans. On lui souhaite vraiment, puis je pense que ça va être quand même quelque chose qui va... Avec l'Internet aujourd'hui, aussi l'accessibilité qu'on a, je crois que sa musique va voyager. Ouais. Et là, tu nous parles d'un humoriste, d'Éric Frenette. Les grandes soirées qu'il propose, parle-nous-en de ça. Est-ce que c'est des soirées virtuelles ou... Exactement. Donc, des soirées virtuelles avec des invités, des humoristes invités tels Laurent Paquin, Martin Vachon, Stéphane Fallu. Il y a également il y a Mario Tessier. Il y en a plusieurs. La liste, elle est longue, là. Et là, il affiche 4 supplémentaires jusqu'au 26 avril prochain. Et les grandes soirées, là, ça se veut, dans le fond, pour aider, en fait, remonter le moral aux travailleurs de première ligne. Et quand on parle de première ligne, ce ne sont pas seulement là, les gens au niveau de la santé, par exemple. De la santé, services hospitaliers, mais tous ceux et celles là, qui travaillent pour aider en ce temps de pandémie. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est offert de façon, c'est gratuitement, en fait, c'est offert gratuitement à la population. Ah oui? Les auditeurs, oui, ils sont invités, s'ils veulent, par un lien Internet en allant aux grandes soirées au pluriel, @gmail.com, donc grande soirée @gmail.com. Ils ont juste à marquer quelque chose qu'ils ont fait pour aider pendant la pandémie. C'est une façon qu'ils se sont démarqués. Ils vont avoir des accès gratuits pour visionner ces soirées-là qui sont faites en direct. Et il a tout qu'un setup, là, d'ailleurs. Là. Ça, je tiens à mentionner. Et c'est fait en direct, là. Donc, on vit avec, tu sais, dans le sens que des fois, avec Internet ou avec des... On vit dangereusement, là, c'est le cas de le dire. Hey, il t'a raconté l'histoire de la toilette? Non, vas-y donc, ouais. Le qui était à la toilette et qui avait oublié de fermer sa caméra. Mais c'est vraiment live. Donc, vraiment, c'est ça qu'il me disait là, en entrevue. Il a dit là, on a dit à Mané, écoutez, gardez-vous une petite gêne si vous avez des choses à faire, fermez votre caméra. Ouais, et là, ou fermez votre micro, là. Comme dirait l'autre, un peu de tenue, un peu de tout nu. C'est ça. Et c'est à retenir. Donc, Éric Frenette, juste rapidement, il nous reste quelques secondes. On va sur quelle plateforme pour pouvoir peut-être visionner ça gratuitement, là, ces soirées-là? En fait, pour le revisionnement, dans le fond, c'est un lien Internet avec les grandes soirées au pluriel @gmail.com. C'est là qu'on peut le voir. Sinon, sur son site, on peut aller tout simplement liker sa page Facebook. Il y a des capsules, il y a plein de trucs. On peut retrouver le matériel. L'humoriste. Hey, je te dis un grand merci, Francis Galland. T'es un sacré bon chroniqueur. T'es pas humoriste, mais t'es un bon chroniqueur. Puis ça, je te remercie bien gros. Il y a plusieurs choses d'intérêt pour faire cette entrevue avec cet analyste politique et puis auteur, évidemment, parce que donc il a posé un regard très pertinent, même un an plus tard avec cette première vague, ces premiers jours de la pandémie. On y est d'ailleurs presque jour pour jour à un an qu'on vient de traverser de cette pandémie. Ce livre, Le printemps le plus long, au cœur donc des batailles politiques contre la COVID-19. En plus, c'est un Lavallois d'origine. Alec Castonguay, merci d'être avec nous. Bonjour. Fierté, orgueil de Hauteuil.
Ouais, moi qui ai grandi à Laval, à Auteuil, j'ai étudié à Laval, j'ai fait mon primaire, mon secondaire. Je suis déménagé comme bien des gens quand je suis allé à l'université, mais j'ai grandi à Laval. Mes parents y ont habité très longtemps. Donc oui, je suis un petit gars de Laval, effectivement. Puis vous avez été bien servi avec la politique municipale à Laval dans les dernières décennies. Fait que ça... Ouais, ben, moi, quand j'étais là-bas, il se passait pas grand-chose. C'était Gilles Vaillancourt qui était maire et qui l'a été pendant tellement longtemps. Il y a un petit peu plus d'action depuis que j'ai quitté, mais je pense que c'est un hasard. On va poser un regard. Je vais éviter ce dossier-là. Je vais y aller sur un autre dossier. Celui-là, donc, évidemment, de votre livre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'avant mars 2020, donc, avant les premiers balbutiements et l'arrivée de la pandémie ici au Québec, au Canada, disons qu'on aurait pu peut-être atténuer les effets de la pandémie, les décisions qui n'ont pas été prises finalement. Est-ce qu'on peut dire que les autorités de la santé publique ou le gouvernement ont peut-être manqué un peu de vigilance ou ont sous-estimé l'impact de la pandémie? Alors, clairement, sous-estimer l'impact. On n'est pas les seuls. Vous allez me dire, il y a beaucoup de pays occidentaux qui se sont retrouvés très surpris au mois de mars par la virulence du virus. Et avant, c'est pas comme si on n'avait pas eu de signes avant-coureurs, mais on était vraiment dans une espèce d'insouciance, de naïveté un peu. Vous savez, c'était pas la première maladie infectieuse qui apparaissait en Chine ou en Asie. Il y en a plusieurs qui se sont jamais rendus jusque chez nous. Puis on avait beau voir un peu ce qui se passait ailleurs dans le monde, on se préparait un peu, mais c'était très léger. On n'avait pas la tête à ce virus-là, ce qui fait qu'on a commandé de l'équipement de protection individuelle, des masques, des gants, des blouses pour les travailleurs de la santé très tard par rapport à ce que d'autres endroits ont fait dans le monde. On a été obligé de fermer beaucoup plus durement l'économie du Québec, notamment parce que on avait peur que la vague nous submerge parce qu'on l'a su à la dernière minute, la catastrophe s'en venait, alors qu'on aurait pu certainement étaler ça un peu plus pour avoir un peu plus de mesures. Donc oui, on l'a pris, on a été surpris là, par l'ampleur de ce virus-là quand il est arrivé au mois de mars, même si on avait quelques petits signaux avant. On les a pas vraiment pris au sérieux. Puis vous avez eu accès à des dossiers, parce que, tu sais, évidemment, en tant que journaliste, vous avez fait un travail très étoffé. Qu'est-ce qui vous a le plus... disons, en faisant vos recherches, parce que vous êtes un analyste politique, donc déjà au quotidien, vous saviez des choses que peut-être le commun des mortels ne savait pas ou que les gens n'ont pas su. Mais qu'est-ce qui vous a, en poussant plus loin, peut-être encore plus, disons, consterné ou disons, qui vous a vraiment surpris sur cette pandémie, les premiers moments de la pandémie aussi, là? Bien, tellement de choses. Il y a beaucoup de procès-verbaux, de documents, d'échanges de courriels que j'ai obtenus pour retracer un peu la chronologie, la séquence de la crise, cette dynamique-là. Et j'avoue qu'il y a énormément de choses que je ne savais pas, même si de très près je suis la politique québécoise. Ce qui m'a le plus surpris, bien des choses honnêtement, mais l'une des choses qui m'a le plus surpris peut-être, c'est le fait qu'on avait un beau plan de lutte à la pandémie tout près, qui datait de 2006. À l'époque, c'était Philippe Couillard qui était ministre de la Santé. Donc, on avait grosso modo le plan de match, là, quoi faire en cas de pandémie, puis l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, puis on disait combien de personnes allaient tomber malades dans le système de santé, puis qu'est-ce qu'il fallait faire. Comment commencer par commander des gants, justement, des masques, des blouses, etc. Puis, il a été oublié, ce plan-là. Il n'a pas été mis à jour pendant les 15 dernières années, de sorte que la plupart des dirigeants du réseau de la santé avaient changé, n'avaient pas lu le plan. Avec la réforme du Dr Barrette de 2015 n'avait pas été intégrée dans le plan, donc on avait complètement changé la structure du ministère, c'était même plus la même qu'en 2006. Donc on avait un beau plan qu'on n'a pas pu utiliser parce qu'on ne l'a pas mis à jour, qu'on n'a pas été capable de faire les suivis nécessaires. Alors, c'est pas comme si on disait « Ouais, mais on n'avait pas de plan de pandémie ». On en avait un, mais comme il était désuet, ben ça fait en sorte qu'on n'a pas pu l'utiliser. Ou quand on a commencé à le mettre à jour à la fin février, il était déjà trop tard. Le temps qu'on fasse les annexes et tout, on était rendu en mars, puis la catastrophe est arrivée. Ça, j'avoue que ça m'a surpris qu'on n'ait pas davantage pu utiliser un plan qu'on avait toutefois tout bien préparé et détaillé dans les années précédentes. Est-ce que le fait aussi, on en apprend dans votre livre, que le fait que certains ministres importants, en plus du gouvernement, là, appris par la voie des journaux traditionnels, par des sources d'information comme Radio-Canada et autres, ça, c'est assez... Tu sais, au sein d'un gouvernement où il est supposé avoir quand même un minimum de sources d'information, de communication entre les ministères puis entre justement les principaux ministres, on dirait que ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup... tu sais, j'étais vraiment surpris beaucoup de ça, là. Même au cabinet du premier ministre, à un moment donné, on s'est donné le mot d'ordre que tout le monde devait s'informer par soi-même, justement dans les grands médias internationaux comme le New York Times ou le Financial Times ou le Figaro, parce que
on n'avait pas tout à fait confiance aux fiches d'information qui remontaient du ministère de la Santé. On les trouvait pas très élaborées. On les trouvait souvent en retard, en décalage par rapport à la réalité. Donc, le mot d'ordre au cabinet du premier ministre a été « informez-vous par vous-même ». Ne vous fiez pas seulement à ce qui remonte de votre propre machine dans vos ministères. Puis c'est vrai qu'on se dit, bon, on aurait peut-être effectivement dû être un peu plus à jour là, sur les récents développements. Là, je parle évidemment de la période là, fin février, début mars, là, quand ça commence à brasser pas mal. Ouais, c'est ça, au tout début de la pandémie. Là. Ouais. Ouais. Il nous reste à peu près 3 minutes, un peu moins de 3 minutes. Donc, évidemment, j'ai 2 choses importantes. Avec les CHSLD, notamment, on a sous-estimé clairement l'impact et on a peut-être manqué d'attention sur ce que pouvait avoir c'est-à-dire la fin, donc sur les personnes âgées, donc l'impact que ce virus-là pouvait avoir sur les personnes âgées. On a sous-estimé la virulence du virus auprès des personnes âgées. On a sous-estimé le fait que les CHSLD allaient être atteints parce qu'on pensait que c'était les hôpitaux. Ce qu'on voyait ailleurs dans le monde, c'était des hôpitaux qui débordaient. Alors, on a voulu protéger nos hôpitaux ici, mais le virus est rentré dans les CHSLD, qui est notre maillon le plus faible, où il manque déjà beaucoup de personnel en temps normal, donc où le personnel fait des va-et-vient entre plusieurs établissements, qui ont contribué à répandre le virus. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps avant que les zones soient mises en place, les zones chaudes, les zones froides, les zones tièdes, pour protéger donc ceux qui n'avaient pas la COVID à l'intérieur des établissements. Dans certains endroits, ça a pris des semaines avant que ça soit mis en application. Au tout début, on disait aux préposés de ne pas porter de masque en présence des patients. Donc, évidemment, il y en a qui ont contaminé des patients. Bref, ça a été très désorganisé dans le réseau des CHSLD, la lutte à la pandémie pendant les premières semaines. Et là, il nous reste moins d'1 minute. Le ministre de la Santé l'a dit, on est dans une 3e vague. C'est pas une question de savoir quand, on est dans une 3e vague. Ouais. Et selon vos observations, selon votre expertise, est-ce qu'on a appris définitivement de cette 2e vague? Est-ce qu'on est prêt à faire face à cette 3e vague d'ici à ce que tout le monde soit vacciné? Puis qu'est-ce qu'on doit, pour les gens à la maison, savoir décoder pour le citoyen moyen, là? Bien, on a beaucoup appris. La preuve, c'est que la 2e vague a beaucoup moins frappé les CHSLD que la première. Donc, on avait déjà amélioré le contrôle et prévention des infections. On avait plus d'équipements de protection individuelle. On avait formé 8000 préposés aux bénéficiaires pendant l'été pour venir donner un coup de main. Donc, on a appris, on a mis des choses en place, ce qui fait que la 2e vague a été moins meurtrière. Et la 3e devrait l'être encore beaucoup moins parce que les CHSLD sont tous vaccinés, les résidents, la grande majorité du personnel aussi. Même chose pour les travailleurs de la santé, la vaste majorité est déjà vaccinée. Donc, la 3e vague, elle risque d'être élevée en nombre de cas, mais peut-être moins en nombre de décès et d'hospitalisations par rapport aux 2 autres. Il faudra voir, hein? C'est toujours imprévisible, mais on apprend d'une vague à l'autre. Donc, celle-ci, elle existe, mais je pense qu'elle devrait frapper moins fort en termes de répercussions sur le réseau de la santé que lors des 2 premières vagues. C'est ce qu'on va souhaiter. Alec Castonguay, d'abord et avant tout, vous êtes un Lavallois. Oui. et auteur, analyste politique. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes l'auteur, je rappelle, Le printemps le plus long, au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Et justement, souhaitons que les gens vont respecter les règles sanitaires pour éviter que ce soit encore un printemps qui soit trop long comme l'an dernier. Effectivement. Merci. Merci à vous. Évidemment, le prochain sujet a un impact, c'est clair, pour tout consommateur et pour tous les Lavalloises et Lavalloises qui nous regardent présentement. Même si on est dans une ville, évidemment, à caractère davantage urbaine, c'est clair que, donc, ce qu'on va jaser avec Stéphane Bocage, qui est président d'AgroSang, a un impact dans votre assiette. Monsieur Bocage, dans un premier temps, merci d'être là. Bonjour. Donc, évidemment, c'est tout d'abord, précisons les raisons de se parler. C'est que faut dire qu'il y a pour les agriculteurs, dans les derniers mois, une hausse pour les fertilisants. Donc, pour pouvoir, dans les champs, quand on procède au printemps, évidemment, avec les semences qu'on appelle communément. C'est un phrasé que je connais bien, mon père étant agriculteur depuis plus de 50 ans. Donc, ce prix des fertilisants, entre autres, de 20 du prix du potassium qui a augmenté. Quels sont les impacts chez les agriculteurs? Et aussi, je vais me permettre cette deuxième question, les impacts que ça peut avoir pour les gens qui nous regardent, pour les consommateurs également. Bien, c'est sûr que pour les consommateurs, je pense qu'on peut commencer par les consommateurs parce que qu'est-ce qui a entraîné l'augmentation du prix du potassium et des autres fertilisants d'ailleurs, pas juste le potassium, mais aussi le phosphore, l'azote et tous les autres types de nutriments pour les plantes. Mais c'est le prix des grains premièrement. Les denrées comme le maïs et les céréales, c'est des denrées qui sont très fortes. Si les stocks mondiaux pour les grains sont plutôt bas,
mais ça fait que la demande est encore plus là. Le prix augmente pour les grains. Ça entraîne également à ce moment-là des ancrages, je veux dire, des parcelles de terre qui sont dorénavant, plutôt que ça dans les légumes, peuvent s'en aller en grains, parce qu'il y a un gros mouvement vers ça. Ça entraîne aussi une grosse demande pour les fertilisants, et ça enlève la place pour d'autres types de cultures. Fait que, il y a un effet à ce moment-là, une roue qui tourne, puis qui... D'offre et de demande, là, finalement. Là. Exactement, puis ça entraîne tous ces prix-là à la hausse. Alors, si on cultive plus de grains, il faut les fertiliser. Si le prix est intéressant, on veut les fertiliser adéquatement. Alors, il y a plus de fertilisants qui doivent être achetés, plus de fertilisants vont être appliqués, sans même une hausse à ce moment-là du prix des fertilisants. C'est ça. Et donc, une hausse du panier d'épicerie, une hausse pour le consommateur à l'achat directement s'il va chez un producteur ou dans un supermarché, finalement. Oui, pour avoir des hausses qui vont aller jusque-là. C'est sûr qu'il faut comprendre que si on parle principalement des grains, un grain de maïs ou de l'orge de brasserie, ben, c'est une infime partie de la dépense dans la bouteille de bière. Mais n'empêche qu'il y a un effet d'entraînement où on pourrait voir les prêts de consommation au niveau de l'alimentation continuer à augmenter, c'est sûr. Oui, bien, il y a quand même, parce que c'est le panier d'épicerie en tant que tel qui augmente sans cesse. Les prix, le salaire moyen n'augmente pas à la même hauteur, à la même vitesse que le panier d'épicerie moyen pour les familles au Québec, puis ici sur le territoire Lavallois, c'est clair. Et chaque petite économie que le client, que le consommateur peut faire, je pense que c'est très salué en des temps pandémiques comme on connaît actuellement. Mais je veux quand même qu'on prenne le temps, parce qu'on a bien expliqué, vous avez été d'ailleurs très clair là-dessus, bien vulgarisé sur donc la raison de l'offre et la demande, mais pour l'impact pour l'agriculteur à la suite de ça, qui est une industrie déjà qui est malmenée depuis de nombreuses années. J'imagine que ils sont durement frappés par cette hausse des prix de fertilisants, là. Oui, c'est sûr que les prix des fertilisants ont vraiment augmenté depuis un an. C'est significatif. Il faut comprendre par contre que ça présente des belles opportunités pour les producteurs agricoles actuellement. Si le prix des grains est plus élevé, on a avantage à venir fertiliser adéquatement pour être en mesure de maximiser la qualité des récoltes et le rendement, évidemment, pour être en mesure de vendre cette récolte-là à un prix qui est intéressant. Fait que à la base, c'est une opportunité pour le producteur agricole actuellement. Ceci étant dit, si on veut tourner cette opportunité-là en réelle opportunité, il faut s'assurer que les coûts également soient bien contrôlés, les dépenses. Les dépenses de producteurs agricoles, évidemment, on parle de l'essence, on parle des fertilisants, on parle de plein d'autres intrants qui sont utilisés à la ferme. Chez AgroSan, nous, on est spécialisés dans la fertilisation des sols, la fertilisation des plantes. On a des matières résiduelles fertilisantes qu'on utilise également, qui sont des produits de revalorisation, qui contiennent des nutriments, dont le potassium, qui viennent remplacer la fertilisation conventionnelle en granules, comme plusieurs connaissent, qui est un produit qui est à tout le moins, au moins aussi efficace, mais qui a le bénéfice en plus d'être beaucoup moins dispendieux que le producteur agricole. Donc, ça fait partie des solutions. Est-ce que c'est encore... Parce qu'il y a encore beaucoup une crainte, puis on peut le comprendre avec tout ce qui est chimique dans le domaine agricole. Je vais le mettre largement, là. Je vais vraiment le mettre largement. De plus en plus, les gens, c'est un désir de savoir la traçabilité, donc le biologique, ou du moins qu'il y ait le moins d'empreintes de pesticides ou autres dans ce qu'ils mangent. Est-ce que chez vous, puis est-ce que dans le domaine agricole, c'est concrètement quelque chose qui fait partie des discussions et de continuer de vouloir peut-être évoluer puis de trouver des moyens des fertilisants qui sont plus naturels? Bien, c'est sûr que c'est un enjeu. C'est un enjeu qui nous habite constamment en tant qu'industrie, la fertilisation. C'est une réalité. C'est sûr que tous les produits, puis je fais référence à notre entreprise chez AgroSan, mais je sais également chez les compétiteurs aussi, c'est le cas. C'est une industrie qui est sérieuse au niveau de tout ce qui est homologation, certification, des technologies qui sont utilisées sur la ferme. Bon, maintenant, si je parle de l'organisation chez AgroSan, nous, on est depuis 1990, ça fait déjà plus de 30 ans, où on est investi dans la revalorisation de matières résiduelles fertilisantes. C'est nous autres ce qu'on pense qui est le plus concret, on est en mesure de faire chez AgroSan, qui est le plus bénéfique au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on dévie des matières résiduelles qui étaient autrefois abandonnées, tout simplement, mais qui avaient un potentiel d'être revalorisées à titre de fertilisant. Puis AgroSan s'est fait une spécialité là-dedans d'identifier des sources potentielles de nutriments dans des résidus, en faire un conditionnement, un contrôle de qualité, une certification, le faire certifier, puis l'utiliser comme un fertilisant noble
qui rend service à l'environnement. Très intéressant. Puis moi, j'invite, étant un fils d'agriculteur, j'invite les gens, ceux qui sont peut-être un peu plus sceptiques, ne serait-ce que lorsque vous côtoyez, lorsque vous rencontrez un agriculteur, prenez le temps de lui parler. Prenez le temps de connaître un peu sa réalité aussi. Je pense que ça peut toujours aussi permettre de démystifier certaines légendes urbaines ou rurales. Monsieur Stéphane Bocage, donc président chez AgroSem, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on vous souhaite une bonne saison des récoltes chez vous avec vos différents agriculteurs également, vos clients. Merci beaucoup. Justice League. Décaissé. What the hell is that? Comme dirait en bon espagnol l'adage. Nicolas Vincent Poirier, salut. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, là, il faut préciser. Justice League. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Il faut préciser que c'est donc The Director's Cut avec Zack Snyder. Là, on va y aller sur deux versants. Premièrement, le Justice League qui est sorti, c'était en 2017, si je ne m'abuse. Pourquoi il n'a pas été aimé? OK. Ce qui est arrivé, c'est que le tournage de Justice League, la version 2017, bon, c'est bien passé. Et pendant la post-production, eh bien, Zack Snyder a dû quitter parce que une de ses filles est décédée. Tragiquement, d'ailleurs. Tragiquement. Et, ben, on a décidé de prendre Joss Whedon, le réalisateur. Bon, il a fait, entre autres, le premier Avengers, pour le remplacer. Et disons que Joss Whedon, son style est extrêmement différent à celui de Zack Snyder. Donc, ça, c'est arrivé au mois de mars 2017 et le film sortait au mois de novembre 2017. Donc, vu que ces deux réalisateurs avec deux styles complètement différents, Joss Whedon a dit « on retourne on continue de tourner. » Puis on a sacré aux poubelles bien des affaires aussi. Tellement de choses. Le film, finalement, c'était pas du tout la version de Zack Snyder. Ça n'a rien à voir avec Zack Snyder, presque, parce que Joss Whedon est parti tourner pendant 2 mois. Ce qui aurait dû coûter environ 6 millions pour des reshoots normales dans un film hollywoodien en a coûté 25 pour ça. Donc, le film, c'était une espèce de Frankenstein avec deux styles complètement différents. Un Superman horrible parce qu'on était obligé de lui cacher la moustache. La moustache, d'ailleurs, dans une scène où c'est frappant. Puis, c'est ça. Il y a eu même les grands amateurs de cinéma ou ceux qui aiment faire des montages vidéo comiques s'en sont prêtés vraiment à cœur joie. Là, puis ça a été pendant très longtemps un running gag dans la confrérie des DC Comics et des super-héros en général. Là. Et là, justement, ramenons ça avec le Justice League Director's Cut 2021 qui est disponible actuellement, notamment sur vidéo sur demande. Et qu'en as-tu pensé? Et peut-être tout d'abord, précise-nous dans quel horizon on se situe pour ceux qui ne l'ont pas vu actuellement. OK, bien, Justice League, c'est l'équivalent des Avengers, mais dans l'univers de DC. Et le problème avec DC, c'est qu'ils ont essayé de faire Justice League en 2 films. Ce qui a pris 10 ans pour Marvel à faire, ils ont essayé de le faire en 2 films et c'était ça vraiment le problème. Et surtout la version très écourtée de Joss Whedon. Et là, celui-ci, on arrive avec une version de 4 heures. C'est long. C'est excessivement long. C'était censé être une mini-série au départ. Et je me permets de te faire juste un aparté, une parenthèse. Est-ce qu'on a fait ça seulement quand la volonté de le faire en seulement 2 films, est-ce que c'est par manque de budget comparativement à la franchise Marvel ou c'est un regard artistique, par exemple, que peut-être suggérer la chose? C'est un mix, je pense, de regard artistique et de manque de budget, peut-être. Pas le manque de budget, mais disons qu'on voulait se dépêcher à atteindre les mêmes sommets que Marvel. Parce que c'est le compétiteur direct. C'est ça. C'est ça qui est arrivé, je pense. Et le résultat, moi, j'ai pas vraiment aimé Justice League, la première version de 2017. Je confirme aussi. Mais celui-là, je m'attendais à... Mais j'étais un Marvel, moi j'étais un Marvel. Moi aussi, je suis comme toi. Mais celui-ci, Justice League, j'ai adoré ce film-là. Parce que, bon, Cyborg et Flash, ils sont dans la première version, mais... On voyait peu. Pourquoi ils sont là? Bon, on s'en fout. Justement, dans cette nouvelle mouture, le Director's Cut Justice League, on leur donne plus de temps, on les voit plus, on en apprend davantage sur les personnages. Oui. Donc ça, c'est déjà une nette amélioration sur la version de 2017.
on parlait de la moustache, justement, de Superman. Ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Fait qu'on l'a mis Non. à la poubelle, cette séquence-là. Ce qu'on a mis à la poubelle, c'est pas compliqué. Hein? C'est tout ce que Joss Whedon a tourné comme nouvelle scène, ce qui représente une grande partie de la version de 2017. Tout a été mis à la poubelle. Il y a des raisons pourquoi on n'a pas aimé. Et Zack Snyder, en tout, il y a 5 minutes à peu près de nouvelles scènes qu'il a tournées récemment. Et tout le reste, c'est des choses qui ont été coupées au montage. Il y a 2000 quelques nouveaux plans avec des effets spéciaux dans ce film-là. Et ça a eu un budget de 70 millions. Et combien a été payé Zack Snyder? $0. $0. Il n'a pas demandé d'être payé parce que plus on lui donne de l'argent, plus on va y enlever un petit peu de contrôle parce qu'on donne plus d'argent. Là, il a dit que je veux pas d'argent, j'ai le contrôle total. Et même Stephen Wolf, le fameux vilain, aussi son allure est différente. Donc, c'est amélioré nettement. Mais ma question est la suivante sur cette version-là de Justice League 2021, donc le Director's Cut de Zack Snyder. Est-ce que ça pourrait même, dû à l'insuccès de 2017, avec cette version-là qui remporte quand même un plus grand succès et qui est appréciée davantage chez les DC Comics, les fanas de cette franchise-là, et de l'univers, est-ce que ça pourrait donner plus de munitions pour une suite et, disons, favoriser plus de films de l'univers de DC Comics et de Zack Snyder aussi comme réalisateur, qui a déjà prouvé qu'il était excellent dans ce genre de film-là, dont avec Henry Cavill en L'Homme d'acier Superman. Oui, ce qui se passe avec ça, c'est que oui, à la base, Zack Snyder's Justice League, cette version-là, c'est la pression des fans qui a fait en sorte que les studios ont dit « Oui, go, fais ta propre version ». Et là, il y a une autre pression qui est en train de se faire, c'est par rapport à l'univers cinématographique de Zack Snyder pour qu'il puisse poursuivre cette œuvre-là, parce que les 30 dernières minutes environ de Justice League, c'est on nous prépare à plusieurs suites possibles par rapport à beaucoup de personnages. Et quand on le sait que les studios ont dit non, regarde, ça s'arrête là, ce film-là conclut cet univers cinématographique de Zack Snyder, eh bien, c'est très dommage, mais avec la pression des fans, oui, ça peut changer. Jusqu'à date, non, mais on regarde ce qui est arrivé avec Justice League. Avec assez de pression, oui, mais il peut y avoir une autre suite. Est-ce que, puis pour conclure, j'espère, je souhaite aussi en tant que fan, même si je préfère Marvel quand même, DC Comics, c'est pas non plus un univers que je déteste et tout ça. Ça, c'est comme aimer les Beatles et les Rolling Stones, pour ceux qui sont à l'écoute. Tu aimais les Beatles, tu n'aimais pas les Rolling Stones, et les fans des Rolling Stones n'aimaient pas les Beatles. C'est à peu près le même parallèle que je peux faire, mais chose certaine, en tout cas, je vais être attentif pour la suite. Et en terminant, est-ce que tu crois que quelqu'un qui n'a pas aimé le Justice League 2017 doit s'attarder à le Director's Cut Justice League version Zack Snyder? Oui, parce que moi, j'ai pas aimé la version de 2017 du tout, et pourtant, celui-là, je l'ai adoré. Je te dis merci. On écoute le tout sur vidéo sur demande. Alors, Justice League, c'était ce film cette semaine. Nicolas Vincent Poirier, c'était sa grande suggestion. C'est ma référence mode pour tout savoir, pour tout connaître autant des tendances avec le printemps-été. Elle est d'ailleurs venue nous en parler lors de sa dernière chronique. Et là, on va plutôt opter pour faire connaître justement ces belles entreprises. On est beaucoup, puis on le voit avec les chiffres, dans l'achat local, des entreprises québécoises, des entreprises de chez nous. Valérie Laflamme, merci d'être avec nous à nouveau. Merci à toi pour l'invitation encore. C'est toujours un immense plaisir. Tu es la bienvenue ici, surtout pour nous aider, puis surtout pour mon caméraman Daniel. Il a besoin de toi pour l'aider. C'est plein d'affection, mon cher Daniel. Allons-y avec des idées, en fait. Se tourner vers des entreprises québécoises. Tu en as plusieurs suggestions à nous donner. Donc, commençons avec l'entreprise
aime aimer. C'est ça, j'ai dit comme il faut. Exactement. On peut le dire soit en français ou en anglais, aime aimer, mais on va le dire en français aujourd'hui. Aime aimer, c'est une marque montréalaise de vêtements pour femmes dont leur mandat est vraiment d'avoir des pratiques durables et éthiques. Dans le fond, tout ce qu'ils font, c'est que leurs tissus sont majoritairement achetés et créés au Canada, sinon sont certifiés éco-responsables. Donc vraiment, leur mandat, eux, c'est réduire complètement leur empreinte écologique dans l'environnement de la mode pour leur compagnie. Et qu'est-ce qui définit peut-être est-ce que c'est la couleur, est-ce que c'est la coupure des vêtements, peut-être? Oui, ben en fait, justement, ils vont tout prendre des matières qui ont été recyclées, donc soit des déchets de compagnies ou des échantillons que d'autres compagnies n'ont pas voulu. Eux, ils vont les recycler, puis ils vont en faire des maillots de bain, des vêtements aussi de loungewear, ce qui est des vêtements confortables pour la maison, donc des sous-vêtements, des leggings, des petits chandails. Du mou qu'on porte actuellement en télétravail. Du mou, mais fashion. OK. Exactement. Et tous leurs vêtements sont faits à la main par une équipe de femmes avec des standards de qualité qui sont très élevés. Donc, c'est vraiment... sont axés sur la femme, avoir une image, le positivisme corporel. Donc, sur leurs réseaux sociaux et sur leur site Internet, tous les vêtements sont portés par des femmes avec des types de corps différents. Ouais, et puis précisons aussi que tous les sujets ou presque toutes les entreprises qu'on va présenter, je pense que c'est davantage l'achat en ligne. Là, c'est, exactement. Qu'elles proposent, qu'on peut retrouver. Oui, donc c'est des petites entreprises, donc ils n'ont pas encore une boutique physique. Ils ont leur studio pour faire leurs vêtements parce que majoritairement, ils font leurs vêtements à la main eux-mêmes, mais c'est vraiment sur les sites Internet et à partir de leur Instagram. C'est devenu de toute façon avec la pandémie pas mal une nouvelle tangente, une tendance qu'on a actuellement à la mode. Et Girl Crush, donc une autre entreprise que tu veux nous proposer. Oui, Girl Crush a été créée en 2019 par Cindy Cournoyer et Lucie Réaume. C'est deux créatrices de contenu vraiment populaires chez les jeunes sur Instagram. Puis ils ont vraiment créé cette marque-là pour créer une communauté parce qu'il y avait déjà leur clientèle est quand même assez jeune, des jeunes filles du secondaire, donc ils ont voulu envoyer une image de positiviste, d'avoir une image saine aussi. Exactement, leur donner confiance en elles lorsqu'ils portent le vêtement Girl Crush. Donc toutes les femmes et des hommes qui portent leurs vêtements aussi, ils les emmènent dans une communauté qu'on appelle le Girl Crush Gang. Donc, ils ont vraiment sur les réseaux sociaux, ils vont repartager les fans qui portent leurs vêtements. Puis tout type de gabarit, là, tout type, c'est-à-dire des tailles plus, des tailles plus minces. Exactement, ils vont pas nécessairement prendre le mannequin qu'on voit conventionnellement dans les fashion shows, ils vont vraiment prendre une fille de tous les jours. De tous les jours, oui. Elles aussi, leurs vêtements sont faits de matières recyclées, donc on s'en va vraiment vers une tendance éco-responsable. Puis ils veulent vraiment faire en sorte que le vêtement, qu'on est confortable chez soi, on le porte de plus en plus à l'extérieur. Ils ont même eu une apparition dans le magazine, l'édition britannique Vogue. C'est incroyable. Exactement, qui ont parlé que justement, ils utilisaient des matières recyclées et que c'était... Donc déjà, se démarque à l'international pour cette entreprise dont je ne connaissais même pas... exact. Mais c'est ça qui est beau. On connaît des entreprises d'ici que... nécessairement, nous, on connaît pas, mais qu'à l'international, sont déjà très reconnus. Ouais. Donc, en tout cas, on les salue, puis devant l'audace aussi, dans un domaine très compétitif comme la mode. Et là, tu nous amènes Lolo Crochette. Oui, c'est un autre type de compagnie. Dans le fond, Lolo accessoires plus ou... oui, c'est plus des accessoires. En fait, pour l'instant, là, une collection d'hiver qui est sortie parce que c'est tout nouveau. Ça vient tout juste de commencer en temps de pandémie. Donc, tous les produits sont crochetés à la main par la créatrice Laurie Labossière, d'où vient le nom Lolo Crochet. Donc, elle a commencé par faire de crocheter, en fond, pour son propre plaisir à elle, mais avec la demande de ses proches et sur les réseaux sociaux, elle s'est dit, pourquoi pas en faire une compagnie? Puis, ça marche déjà parce qu'il y a des influenceurs, créatrices de contenu à l'international, autant en Angleterre, en Europe, qui portent ces créations. OK. Fait que ça aussi, c'est une autre entreprise qui se démarque à l'international. Exactement. Je vais souhaiter que ça devienne encore meilleur que les fameuses mitaines de Bernie Sanders. Oui! Ça fasse un meme, mais qu'est-ce qui peut-être... Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est l'originalité de ces créations qui se distinguent pour qu'on la demande à l'international, selon toi? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, c'est vraiment crocheté à la main, c'est fait avec, tu sais, amour. C'est elle qui les fait tous les commandes. OK. Donc, Fait que c'est parce que chaque objet ou chaque finalement création est unique, là. Exactement. Puis c'est des cache-cous qu'elle fait, des couvre-têtes,
cagoule. Donc, tu sais, c'est pas des trucs qu'on voit régulièrement en crochet. Donc, et ça ramène ce que tu nous as déjà parlé dans la précédente chronique, c'est que le retour aux années 80. Exactement. Autant les accessoires, c'est un cache-cou, je portais ça quand j'allais à la petite école ou quand j'étais dans le banc de neige ou, tu sais, peu importe, là. Donc, c'est en lien avec ça aussi. Ça suit la tendance dont on a un retour rétro aux années 80. Ouais, puis elle veut utiliser des mélanges de couleurs aussi qui sont quand même rétro. Elle va faire un cache-cou avec du vert fluo, avec un mélange de brun et de noir. Donc, tu sais, c'est vraiment osé, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Cet autre donc, offre que tu nous proposes, je vais le dire comme ça, j'espère le dire, Curated by Muse. Exactement, okay. Tu l'as bien dit, Muse pour en français. Ouais. Ça se traduit quand même très bien. Donc, c'est vraiment une compagnie qui se démarque par ses vêtements après-sport, décontractés, mais quand même très sophistiqués. Moi, ça me fait penser un peu à Princesse Diana, quand les fameuses photos de paparazzi, quand elle sortait dans ses vêtements de sport avec les cuissards de vélo, si on veut, avec ses bas blancs, ses chandails. Donc, c'est vraiment... C'est ample. Exactement. C'est quand même très ample. C'est des cotons hâtés. Elle fait des shirts, des joggings. Elle a même fait des tucs et des casquettes. Mais c'est vraiment très simple, unisexe, avec simplement le mot Muse dessus. Des fois, Curated by Muse au complet. Puis moi, ce que je trouve de cette marque-là, ce qui est beau, c'est que Muse, en fait, c'est la définition, c'est quelqu'un qui inspire à pousser sa créativité au-delà de ce qu'on pense qu'on pourrait le faire. Ouais. Donc, ce que je comprends de le message qu'elle veut lancer, c'est que quand on porte le coton hâté avec écrit Muse dessus, c'est que on est chacun et chacune notre propre muse, puis on est trop... Il n'y a pas de limite, hein? Exactement. Des fois, on est trop sévère envers nous-mêmes, puis on laisse pas aller notre créativité, mais quand on le porte, on est capable de tout faire. Ben, merci beaucoup, Valérie Laflamme. Tu reviens mettre le feu au plateau quand tu veux. La semaine prochaine. Oui, à très bientôt. Bye bye, merci. Isabelle Dominique Cros, notre experte fitness, et également que vous pouvez retrouver sur nos ondes avec les capsules d'entraînement de 2 temps, 3 mouvements, nous propose une rencontre avec la comédienne Maxime Despomerleau. J'ai la chance de m'entretenir avec Maxime Despomerleau, qui est une artiste multidisciplinaire, chroniqueuse, animatrice. En fait, elle porte plusieurs chapeaux. Alors, bienvenue, Maxime. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment ça va? Bien, merci, Isabelle. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça va bien, toi? Ça va très bien, considérant le début d'une 3e vague ici au Québec. Je veux rapidement rentrer sur la première question parce que ce que j'avais envie de discuter, ce qu'on avait envie de jaser aujourd'hui, c'est préparation physique. Comment tu fais pour penser à essayer de maintenir ton niveau d'activité physique au quotidien pour ta qualité de vie, mais aussi pour les différents rôles que tu as comme artiste? Oui, c'est une bonne question, Isabelle, parce que je trouve qu'on aborde surtout l'exercice physique comme dans un blitz. Tu sais, on veut se remettre en forme, on veut changer quelque chose. Puis moi, je l'aborde plus vraiment dans une idée de maintenir des acquis. Ouais. Dans mon travail, comme je suis interprète en danse contemporaine, entre autres, et je fais d'autres activités aussi, comme interprète, comme artiste, au cinéma, à la télé, au théâtre. Et donc, ce sont des emplois physiques. Et on n'est pas toujours en production, on n'est pas toujours en spectacle, mais entre-temps, c'est important de garder notre corps prêt à faire des choses, à être actif. Donc, je suis vraiment dans cette optique-là. Donc, dans mon quotidien, c'est vraiment, j'ai un petit programme, je fais beaucoup d'exercices, beaucoup d'étirements, beaucoup de choses qui vont travailler la flexibilité, l'endurance, parce que c'est ce que moi, j'ai besoin dans mon quotidien. C'est là que je l'ai relié aussi, puis que je l'ai intégré. Alors, c'est très basique, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Et je pense que c'est pertinent de dire aux gens aussi à la maison, moi, je suis une personne à mobilité réduite, donc je circule beaucoup avec un fauteuil roulant manuel. Là, on est à l'écran, on est par Skype, donc on ne se voit pas, mais en studio, les gens le verraient. Mais donc, pour moi, c'est sûr que ça a un autre impact. Par exemple, l'hiver, là, on arrive au printemps, je vais devenir un peu plus active parce que je vais sortir, puis je vais faire des choses à l'extérieur. Mais sinon, je suis beaucoup à l'intérieur. Alors, je me suis vraiment arrangée.
chez moi, dans mon bureau, un petit espace avec mon tapis de yoga, faire des étirements, faire différents types d'exercices. Puis c'est un peu comme ça que je maintiens mes acquis, comme je dis. Oui, puis tu fais bien parce qu'on se sent tellement mieux, puis mobilité, c'est pour tout le monde. Les étirements, c'est pertinent pour tout le monde, puis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, comme coach, on les pousse autant parce que les gens prennent pas le temps de faire ça. Tout le monde est soi-disant trop occupé. Des fois, c'est pas les plus intéressants à faire, mais c'est ceux qui nous font du bien, qui nous permettent d'avoir une certaine souplesse, une qualité de vie. Puis à long terme, c'est tellement, tellement important. Mais oui, effectivement, tout ce que tu as dit, c'est super pertinent. Puis je trouve que c'est intéressant que tu parles de ça aussi parce que même quand on a moins envie de le faire ou qu'on n'a pas le temps de le faire, il faut toujours avoir ça en tête parce que, tu sais, comme artiste, comme moi aussi, j'ai toujours besoin de penser que je dois être physiquement prête pour le prochain contrat, pour la prochaine opportunité. Alors, c'est un stress additionnel, mais c'est un petit peu un stress aussi positif parce que ça nous permet de faire ça même quand ça ne nous tente pas, même quand on aurait envie de faire autre chose. Ce qui m'amène à la deuxième question, leçon de vie. J'avais envie que tu partages avec nous peut-être une leçon parmi toutes celles que tu as apprises qui pourrait être inspirante à partager avec les téléspectateurs. Oui, bien justement, par rapport à l'entraînement, par rapport à être prête, j'ai eu une petite leçon par rapport à ça dans les dernières années parce qu'en fait, on considère que les danseurs, les circassiens, tout le monde qui travaille avec leur corps sont très disciplinés, sont rigoureux. Et c'est vrai que ça en prend, mais j'ai pas toujours été comme ça. Moi, ça fait 7 ans à peu près que je fais ce métier-là de manière professionnelle, mais ça fait juste 3 ans environ que je l'ai vraiment intégré dans ma routine. Et ça, c'est à la suite, en fait, d'une invitation à participer à un projet. Moi, j'ai toujours considéré qu'à cause de mon casting qui est particulier, qui est précis, on vient vraiment me chercher pour des projets. Et ça se fait généralement assez longtemps d'avance. Ce sont des productions qui se planifient 1 an, 2 ans d'avance. Donc, je me dis, j'ai le temps de me préparer physiquement pour me rendre là. On ne vient pas me chercher pour remplacer un interprète qui se blesse dans un spectacle, par exemple, ou pour partir en tournée. Et finalement, en janvier 2018, j'ai été approchée par le chorégraphe Dave Saint-Pierre pour travailler avec lui sur le vidéoclip de Philippe Braque, « Tu voulais des enfants », que peut-être certains téléspectateurs ont vu. Et ça, ça s'est fait en 3 semaines. Donc, entre le moment où j'ai été approchée et le moment du tournage, il y a seulement 3 semaines qui se sont écoulées, donc beaucoup d'heures de répétition aussi. Et dans ce clip-là, je suis debout essentiellement. Donc, j'ai pas mon fauteuil roulant, je marche. Alors, c'était un autre type de travail aussi dans l'endurance. Et là, ça m'a donné une petite leçon de faut être prête. Parce que finalement, peut-être qu'on peut venir te chercher aussi à la dernière minute, comme d'autres interprètes. Alors, ça m'a donné une petite leçon et plutôt de me dire, bon, à quoi bon? Ben, de le faire puis de continuer. Puis c'est ce qui a fait aussi que la dernière année, j'ai continué. En étant en pandémie, bon, les arts et spectacles ont arrêté beaucoup, ont été très ralentis. J'ai pas fait de spectacle. Par contre, j'ai maintenu cet entraînement-là au quotidien pour être prête, justement, quand ça va repartir. Et je vais commencer dans les prochaines semaines un retour en studio pour une prochaine production qui devrait être diffusée prochainement. Donc, ça m'a aidé à maintenir ça pour moi puis à être prête pour pouvoir donner le meilleur de ce que je peux être avec les artistes avec qui je travaille. Exactement, exactement. Je termine parce qu'il nous reste juste un petit peu de temps pour une citation, parce que je sais quelle citation tu vas nous proposer et je tiens à ce qu'on ait la chance d'en parler juste brièvement. Alors, vas-y, propose-moi cette citation qui te guide un peu à travers les journées. Oui, ben moi, ma citation, elle est en anglais, puis je vais la traduire ensuite. C'est « If your dreams don't scare you, they aren't big enough ». Et ce qui veut dire, si vos rêves ne vous font pas peur, ils ne sont pas assez grands. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me guide depuis plusieurs années. Et entre autres, cette idée de la peur. Moi, c'est un moteur pour moi, vraiment, qui m'invite à me dépasser, à m'investir aussi, à accepter des nouvelles propositions. Puis moi, dans ma position, je suis au service beaucoup d'autres artistes. Donc, je suis toujours hors de ma zone de confort et ça me guide, ça me motive et il faut toujours que j'aie un petit quelque chose dans les tripes, là, dans le ventre, là, tu sais, puis ça veut dire
il y a quelque chose pour toi là-dedans, dans ce projet-là. Et donc, même si c'est difficile, même si c'est justement, c'est un peu épeurant, ben j'y vais. Et c'est ce qui m'amène aussi un autre truc qui est important pour moi, c'est d'avoir du plaisir, toujours, peu importe. Incluant justement dans mon quotidien, tu sais, les exercices, il ne faut pas que ce soit toujours pénible à faire. Ça peut être plate des fois, mais il faut avoir du plaisir, il faut qu'on se sente bien dans ce contexte-là. Puis surtout en étant très vulnérable dans mon milieu, dans notre travail, il faut avoir du plaisir. Puis c'est ces deux pôles-là qui me guident beaucoup, moi. Oui, puis ça s'applique à l'entraînement aussi. Effectivement, j'encourage toujours les gens à essayer de trouver du plaisir dans ce qu'ils font, même quand des fois on a moins envie de le faire, des étirements par exemple. Et j'encourage toujours tout le monde à être à l'extérieur de sa zone de confort à l'entraînement, mais dans la vraie vie, entre guillemets, parce que c'est ça qui nous amène plus loin, cet inconfort, ça nous amène plus loin et on devient plus fort. Alors, quelle belle façon de terminer cet entretien. Merci infiniment, Maxime, d'avoir partagé ça avec nous. Puis on a très hâte de te voir prochainement dans ce spectacle. Et on a bien hâte aussi qu'enfin, on puisse sortir, voir ces performances, encourager les artistes d'ici, parce que je pense que c'est une des plus grandes choses dont je m'ennuie, c'est cette idée de sortir, voir briller les artistes sur scène. Alors, je t'embrasse. Merci encore. On se voit très, très bientôt. Merci, c'est un grand plaisir. À la prochaine. Je vous invite aussi à vous procurer votre carte de bingo parce qu'évidemment, à chaque dimanche 9h30, on vous offre le bingo TV Laval. Plus de 4 500 $ à gagner, dont 3 500 $ pour la carte pleine ce dimanche. Je vous dis à très bientôt.